Je vais vous parler de votre prochaine décision, votre vraie décision, celle que vous ferez peut-être ce soir en rentrant, demain, après-demain, la semaine prochaine ou cet été. Et je vais vous garantir que probablement, ce sera la bonne décision. C'est vrai, on passe notre vie à décider en fait. On décide du matin au soir, du lundi au dimanche, on décide de janvier à décembre, on décide tout le temps. Mais est-ce qu'il y aurait un truc qui ferait qu'on pourrait garantir qu'à chaque fois, nous prenons la bonne décision? En fait, j'interviens depuis à peu près 12 ans pour des dirigeants d'entreprise, des managers, et je les aide à prendre des décisions. Et s'il y a une chose que j'ai appris en 12 ans, c'est qu'aucune décision n'est rationnelle. Toute décision est émotionnelle à 100%. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la différence entre un homme et un lapin? Les oreilles, effectivement, c'est une différence, mais une plus grande différence encore. Il y a des hommes avec des grandes oreilles. Les poils, ça dépend qui. Ça dépend de la couleur aussi, quoi, ça dépend de l'âge. La rapidité, la taille. Non, il y a quelque chose d'encore plus fort que tout ça. Quand même. La parole, c'est vrai. Son cerveau, l'être humain a un cerveau bien plus développé que l'être humain. Enfin, dans la majorité des cas. Il y a probablement, dans n'importe quel être humain, plus d'intelligence que dans tous les cerveaux de lapins du monde réunis. Encore une fois, ça dépend des cas. Mais par contre, il y a quelque chose que le lapin a de plus que l'homme, que l'être humain, ou en tout cas, quelque chose que l'être humain n'a plus. C'est que le lapin est en contact direct avec ses émotions. Ce qui lui donne un instinct de survie supplémentaire que l'être humain a peut-être oublié depuis quelques millénaires. Je vous donne un exemple. Imaginez un lapin qui est en train de manger comme ça sur un carré de luzerne, et puis d'un coup il entend un bruit. Il s'arrête, et là il y a deux options. Soit le bruit est amical, connu, et à ce moment-là le lapin ne bouge pas, soit le bruit rentre dans la case danger, ou inconnu, ce qui revient à peu près à la même case, dans la même case, et il s'en va. Imaginons que le lapin est un cerveau d'être humain. Le lapin est en train de manger, il entend un bruit, et là il se fait... C'est chelou quand même ce bruit. Mais je vais quand même pas me laisser intimider par un petit bruit quand même, j'ai ma virilité de lapin quand même. Alors, son corps commence à trembler, ses oreilles commencent à s'orienter pour entendre le bruit, pour le scruter, son rythme cardiaque s'accélère, sa température augmente, mais son esprit lui dit non, non, je vais pas bouger. Et là, le renard arrive et bouffe le lapin. Moralité de l'histoire, notre cerveau surintelligent nous amène parfois à aller à l'encontre de notre instinct de survie, ce que le lapin, lui, n'a pas oublié. C'est exactement le même principe et le même process que dans le burn-out. Notre corps nous dit que l'on doit partir, que l'on doit fuir, que l'on doit arrêter, et notre esprit, allez savoir pourquoi, surintelligent, nous demande de continuer et de nous accrocher, parfois jusqu'à notre perte. Aucune décision n'est rationnelle. Toutes les décisions que vous prenez, qu'un dirigeant prend ou qu'un homme politique prend, est avant tout émotionnelle. Regardez, un président de la République se fait élire avant tout sur une ambition, pas sur des statistiques. Ensuite, il met les chiffres en place, il utilise son cerveau, son équipe, son intelligence pour définir la tactique. Mais son ambition initiale est avant tout émotionnelle, portée par des valeurs, par une expérience. Alors, je ne suis pas le premier à le dire, le premier à l'avoir dit, c'est Herbert Simon. Herbert Simon, c'est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle qui, déjà dans les années 50, disait qu'un être humain a une rationalité limitée, et il le démontre en 3 points. Avec la question suivante, est-ce qu'il est possible de prendre une décision purement rationnelle? Alors, pour prendre une décision purement rationnelle, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut avoir face à nous l'ensemble des solutions possibles, celles que l'on connaît, celles qu'on ne connaît pas encore. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas possible. Mais imaginons que dans certains cas, ce soit possible. La deuxième étape qu'il faudrait pour prendre une décision rationnelle, c'est que nous puissions imaginer l'impact de chacune de ces solutions. Impact à court terme, impact à moyen terme, impact à long terme, impact direct, impact indirect, pour toutes ces solutions. Ce qui est fondamentalement impossible, puisque, a priori, personne ne sait lire l'avenir. Mais imaginons que dans certains cas, ce soit possible.
Troisième étape, pour pouvoir mesurer cet impact, il faudrait que l'on puisse mettre en place des critères d'évaluation. Mais mettre en place des critères d'évaluation, c'est choisir en fonction de nos propres priorités personnelles. Et on revient à l'étape numéro 1, faire un choix. Et vous voyez bien qu'on tourne en rond. Aucune décision n'est rationnelle, toute décision est émotionnelle. Et l'être humain s'arrête sur la première solution qui lui paraît la bonne. La première solution qui lui paraît la bonne. Mais comment il définit la solution qui lui paraît la bonne? Eh bien, en fonction de son passé, en fonction de son expérience, en fonction de ses craintes, en fonction de ses peurs, en fonction de ses envies, en fonction de ses ambitions. Que des choses qui ne sont absolument pas rationnelles, que des choses émotionnelles. Aucune décision n'est rationnelle, toute décision est émotionnelle, quelle que soit celle que vous prendrez. Le cerveau n'est là que pour vous prouver, peut-être justifier que vous avez pris la bonne décision. Et parfois, il est là avec un biais pour vous emmener à l'opposé de ce que vous devriez, vous devriez faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si toute décision est émotionnelle, il faut savoir que le corps ressent les émotions avant que notre esprit puisse les analyser. La décision est toujours avant tout dans votre corps avant d'être dans votre esprit. Et il faut savoir l'analyser. Parfois ça dure 1/1000 de seconde, parfois ça dure 2, 3, 4, 5, 10 secondes. Mais si on est à l'écoute de ça exactement comme le lapin, on pourra choisir la bonne solution, celle qui est là, pas celle qui est là. Alors ça va se traduire comment? Une accélération du rythme cardiaque, peut-être un tremblement si on n'est pas satisfait par la solution, parfois les épaules qui tombent. Au contraire, tout doucement, on se reprend, on se redresse, un petit rectus, des yeux qui se mettent à briller, des sourcils qui commencent à froncer, un rythme cardiaque aussi qui s'accélère, une tension qui augmente, des frissons qui montent. Voilà ce qui fait que nous prenons la bonne solution. Que vous partiez à la mer ou à la montagne, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer avant tout? Ne réfléchissez pas. À quelle activité il faut inscrire ses enfants ou s'inscrire soi-même en début d'année? Vous l'avez au fond de vous, ce n'est pas dans votre tête. Mais pour bien comprendre ça, pour bien aller encore plus loin dans le process et être sûr de prendre la bonne décision, il faut comprendre qu'une décision, en fait, a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des faits. Le deuxième niveau, c'est justement celui des émotions et des sentiments. Et le troisième niveau, c'est la réponse à un besoin fondamental qui est personnel. Je vous donne un exemple. Nous sommes ici beaucoup de conférenciers et beaucoup d'entre vous sont conférenciers. Qu'est-ce qui fait que vous êtes conférencier aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que je suis conférencier aujourd'hui sur scène ici devant vous? Alors, vous allez dire, conférencier c'est chouette parce que ça nous permet d'exprimer ce que l'on a à dire. Et puis c'est des chemins de vie qui font que finalement je suis là devant vous, des hasards de la vie qui m'ont emmené là ou des opportunités. Bullshit. C'est pas ça qui fait que vous êtes là. Allons à l'étage inférieur. Ce qui fait que vous êtes là, c'est probablement que être conférencier, ça vous génère une émotion particulière. Ça vous permet de libérer votre créativité. C'est peut-être une forme de liberté supplémentaire. Et puis, c'est aussi peut-être simplement recevoir les remerciements, recevoir cette émotion de la salle que l'on reçoit après 30 minutes ou 45 minutes ou 1 heure de conférence, même si pendant 3 mois ça a été difficile. On vient s'alimenter de tout ça. C'est ça qui nous fait vivre. Et puis l'envie de transmettre. Mais il y a probablement quelque chose de plus fondamental qui répond à des besoins fondamentaux. Peut-être que nous sommes conférenciers parce qu'au fond de vous, à 13 ans, 4e, vous aviez l'impression d'être celui qui n'avait rien à dire. Vous regardiez les beaux gosses qui racontaient leurs blagues. Tout le monde rigole, toutes les jolies filles. Vous n'arriviez même pas à parler à ces jolies filles. Et si vous faites la même blague, personne rigole. Et vous avez l'impression d'être celui qui n'a rien à dire. Celui qui passe derrière tout le monde, qui est moins bien que tout le monde. Et puis un jour, effectivement, la vie vous apporte des opportunités, mais que vous saisissez. Et là, vous vous dites, maintenant j'ai quelque chose à dire. C'est une vengeance peut-être sur le passé, c'est une vengeance sur ma vie, c'est une vengeance sur moi. Peut-être que vous êtes là aussi conférencier parce qu'un jour vous avez vécu quelque chose de très très lourd et que vous dites, j'ai appris quelque chose. Et cette chose, je fais une erreur de vie si je ne la transmets pas, parce que vous le ressentez au plus profond de vous-même. Un besoin peut-être de transmettre, un besoin de changer le monde. Voilà ce qui fait que vous êtes là. Pas parce que vous avez eu de la chance, pas parce que vous avez une opportunité de vie. Un petit peu parce que ça libère chez vous des choses fortes, mais surtout parce que vous avez vécu des choses et que vous ressentez un besoin fondamental, soit de les transmettre, soit de vous, peut-être de venger de la vie ou d'être quelqu'un de nouveau. Voilà comment on fait un choix.
par les besoins fondamentaux, ensuite par l'émotion. Les faits sont complètement secondaires. Un choix, finalement, c'est mettre le curseur quelque part entre la peur et l'envie. Aucune décision n'est rationnelle. Toute décision est émotionnelle. Elle se trouve quelque part entre la peur et l'envie, deux émotions très très fortes, presque fondamentales. À vous de mettre le curseur avec deux choses, en écoutant ce qu'il y a ici, éventuellement ce qu'il y a ici, mais surtout en étant à l'écoute de vos besoins fondamentaux. Et si vous faites ça, si vous suivez ces deux étapes, je peux vous garantir que votre prochain choix, qu'il soit un choix simple de vie ou un grand choix qui va changer votre vie fondamentale, celle de votre famille, si vous suivez ces deux étapes-là, je peux vous garantir que votre choix sera le bon choix. Merci à vous.